et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Ici Kabera assure la mise en onde des Steven Nyungeko pour la prise d'image. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 14 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. La population de la province Mwaro dénonce le mauvais service rendu par le personnel soignant du district sanitaire de Fouta. Les habitants de la province Bubanza, quant à eux, s'insurgent contre les cotisations en cascade imposées par l'administration provinciale. Une personne qui serait un fraudeur de pagne a été tuée par la police la nuit dernière. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Une personne a été tuée la nuit dernière, fusillée par des policiers. Cela s'est passé au bord du lac Tanganyika. Côté police, ils confirment les faits et font savoir que la victime faisait partie d'un groupe de fraudeurs qui opèrent dans les environs de l'ancien bar dénommé Cercle Nautique. Et au cours de cette opération, plus de 1800 pagnes ont été saisies, du moins selon Odas Nyonzima, commissaire général de l'OBR. Le point avec Josiane Mouzanez. La personne tuée s'appelait Emile Ndouimana. Selon des sources policières, elle a été fusillée par l'unité marine assurant la sécurité sur les rives du lac Tanganyika, alors que son groupe tentait de faire entrer frauduleusement des pagnes en provenance de la République démocratique du Congo. Ces informations sont confirmées par la police. Dans une conférence de presse animée ce lundi, Moïse Ngurunziza, porte-parole de la police nationale burundaise, a également fait savoir que 4 de ces fraudeurs ont été appréhendés. Dans la matinée de ce lundi, vers 1h30, la police a intercepté les fraudeurs qui étaient en train de décharger des pagnes. Et ces fraudeurs ont essayé d'exercer une pression contre la police. L'un des policiers a tiré sur l'un des fraudeurs qui est mort sur le champ et 4 autres ont été arrêtés sur le champ. Les 4 complices en question sont Ezekiel Nyonzima, Blaise Ndaikeza, Silver Ndikumana et Juvenal Ndikumana. Selon les sources de la RPA, l'autre groupe de ces fraudeurs a pu s'échapper à bord du bateau motorisé qui les avait ramenés de la RDC. Les mêmes sources font savoir que le deuxième bateau resté sur place a par après été incendié par la police. Les pagnes saisies lors de cette descente policière sont au nombre de 1880 emballés dans 31 colis. Évalués à 52 millions de francs burundais, ces pagnes vont, selon Odas Nyonzima, commissaire général de l'OBR, être vendus aux enchères. Vous saurez que vendredi dernier, la police de Rumonge avait également saisi 230 pagnes entrées frauduleusement en provenance de la République unie de Tanzanie. Merci à Josiane Mouzanez. Un jeune garçon âgé de 18 ans a été tué par son compagnon ce dimanche soir en province Rumonge. Selon des sources de la RPA, la victime était un habitant de la colline Chabara, zone Kigwena, en commune province Rumonge. Elle a été poignardée avec un couteau au niveau de la gorge. Les responsables administratifs indiquent que le présumé auteur de ce forfait a pris le large après avoir commis ce crime. La police, quant à elle, annonce avoir entamé des enquêtes afin d'arrêter ce présumé auteur. Au moins 6 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes d'assassinat, 2 ont été tués accusés de sorcellerie et 4 autres ont été tués dans différentes circonstances. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. Une
Une des 6 victimes répertoriées la semaine dernière est une jeune fille qui n'a pas été identifiée. Son corps a été retrouvé le matin de ce dimanche dans la localité appelée Mubuyuki, tout près de la paroisse Buhonga, commune Kanyosha, en province Bujumbura. Les sources sur place indiquent que la victime a été étranglée. Samedi dernier, un motard a été retrouvé mort dans la localité appelée Nyamagandika, dans la commune Makebuko, province Gitega. Les auteurs ont emporté tous les documents de la victime et elle n'a pas pu être identifiée par les habitants de la commune. Dans la province Chibitoke, un sexagénaire d'Ino de Charre, Bassasumunoa, a été tué à coups de machette sur la colline Gahoma, zone Butahana, commune Mabayi, vendredi dernier. Les voisins indiquent que la victime était accusée de sorcellerie. Dans cette même province de Chibitoke, un autre sexagénaire d'Ino de Michel Habonimana a été tué à la grenade à l'école fondamentale de Bumbiri, si la colline Gasenyi, commune Buganda. Les administratifs indiquent que la victime est également accusée de sorcellerie. La 5e victime est de la zone Gagara à mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un veilleur qui a été tué par 2 bandits au quartier 1 mercredi dernier. Ces bandits n'ont rien volé car ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. La 6e et dernière victime connue par la rédaction de la RPA est un enfant de 13 ans d'Ino de Jean Dodier Giriteka. Il a été tué par un grenade. Les sources sur place indiquent qu'il était en train de l'utiliser comme un jouet dans la maison si la colline Burenza, commune Kiganda, province Muramza, mardi dernier. Le père de la victime a été arrêté par la police. Les organisations Assemblée des Burundais du Canada, section Montréal, Forum pour la conscience et le développement FOCODE, Fraternité et Mouvement international de la jeunesse burundaise dénoncent l'impunité qui a suivi les massacres de civils innocents en mairie de Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Dans une déclaration adressée à la Cour pénale internationale, au gouvernement du Burundi, à l'Union africaine et aux Nations unies, ces organisations demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur les crimes qui ont été commis. Inarukundo Karen Kelly, déléguée générale de MIJEB, une des organisations signataires. C'est une déclaration dans laquelle nous condamnons fermement l'impunité qui a suivi les massacres de jeunes gens innocents et d'autres crimes contre l'humanité qu'ont connu les familles dans les quartiers de Musaga et Nyakabiga, surtout dans la ville de Bujumbura. Et nous demandons l'ouverture d'une enquête libre et indépendante sur tous ces crimes par la Cour pénale internationale, le gouvernement du Burundi, l'Union africaine et les Nations unies. Cette déclaration conjointe revient sur ces massacres du 11 et 12 décembre 2015 et d'autres crimes contre l'humanité, dont le viol des filles et femmes perpétré par les agents de la police et de l'armée, la BSPI, la brigade anti-émeute et la milice Imbonerakure suite aux attaques des camps militaires en date du 11 décembre 2015. Voilà 5 ans déjà viennent de s'écouler sans qu'il y ait justice pour les victimes et leurs familles et que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Cette déclaration aussi, c'est un rappel pour les Burundais en général que l'horreur tel que celui-ci qu'a connu le Burundi en ces dates il y a 5 ans ne devrait en aucun cas être oublié et que nous ne devrions plus laisser les crimes impunis. Et pour les familles des victimes, cette déclaration est un soutien moral pour leur dire qu'ils ne se sentent pas seuls, que nous sommes ensemble dans la lutte jusqu'à ce que nous obtenons justice. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Les habitants de la province Bubanza s'insurgent contre les cotisations en cascade qui leur sont régulièrement imposées. Des cotisations soi-disant pour la construction d'un stade provincial ou encore pour soutenir l'équipe provinciale de football. N'est-ce pas, Walter Kwizé?
La somme comprise entre 2 000 et 50 000 francs burundais est la contribution exigée à la population de la province Bubanza. Comme argument, l'administration avance que cet argent est destiné à la construction du stade de cette province et au soutien de l'équipe provinciale de football dénommée les éléphants. Les informations en provenance de la province Bubanza indiquent que chaque ménage est obligé de payer 2 000 francs burundais. Les propriétaires des bistrots paient 5 000 francs. Ceux qui possèdent des moulins contribuent entre 10 000 et 50 000 francs et les pharmaciens donnent 20 000 francs par mois. Cet habitant se plaignent. Il continue de collecter cet argent même aujourd'hui. Imaginez-vous demander 5 000 à quelqu'un qui vend un bidon de 20 litres de la bière traditionnelle et 10 000 pour quelqu'un qui a un moulin au moment où nous vivons dans une extrême pauvreté. Trouvez-vous ça normal? Personne ne peut supporter ça, surtout que la famine et la misère gangrènent les ménages. Mais comme si, quand nous refusons de donner cet argent, on met des cadenas sur nos portes. Nous sommes donc obligés de contribuer. Cette contribution est collectée par les Imbonerakure et les autorités à la base, comme l'indique cet habitant. Normalement, ce sont les Imbonerakure et les 5 membres du conseil collinaire qui sont chargés de collecter cet argent. À vrai dire, c'est difficile pour nous, mais nous n'avons pas d'autre choix. Vous saurez que cette activité de collecter cet argent dans la province de Bubanza se fait dans toutes les communes. La rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province de Bubanza, Cléophas Nizigimana, qui a confirmé qu'il y a des contributions exigées à la population, mais pour une certaine catégorie de gens ciblés et avertis. C'était Walter Kwizera et la population qui se fait soigner à l'hôpital du district sanitaire de Fota en province Moaro accuse le personnel soignant de refuser d'accueillir les patients à partir de 17h. Selon la population, le personnel soignant explique qu'il ne travaille pas la nuit. Et Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Le personnel soignant de l'hôpital du district sanitaire de Fota n'accueille pas les patients après 17h selon la population. Elle pointe du doigt les infirmiers de garde. Les patients qui viennent se faire soigner à cet hôpital à 17h ou pendant la nuit ne sont pas soignés. Les infirmiers de garde leur disent qu'ils sont en dehors des heures de service. Ces patients attendent le jour suivant pour être soignés. C'est inquiétant parce qu'il y a même des cas graves qui reçoivent la même réponse lorsqu'ils se présentent à cet hôpital après 17h. C'est incompréhensible car ces infirmiers reçoivent les indemnités de garde. Ce qui est étonnant, selon la population, c'est que le médecin responsable de l'hôpital est au courant de la situation. Tout ça se passe au vu et au su du médecin responsable de l'hôpital, mais il est incapable de prendre la décision. Les infirmiers peuvent refuser de faire leur travail et le directeur ne fait rien car ces infirmiers ont des responsabilités au sein du parti au pouvoir. C'est dommage que le responsable de l'hôpital ne décide rien envers ses subordonnés. Cette population demande aux responsables du district sanitaire et au ministre de la Santé publique et de lutter contre le sida de redresser ce personnel soignant de l'hôpital de Fota pour éviter le pire. Nous n'avons pas pu joindre le docteur Ezekiel Nzonsaba, directeur de l'hôpital de Fota. Tadendi Kumana, ministre de la Santé publique, lui n'a pas décroché son portable lorsque nous avons tenté de le contacter. Merci Vicky Chris Ninheretse. Parlons toujours de la page santé. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida organise à partir de ce mardi 15 décembre jusqu'au vendredi 18 décembre une campagne de vaccination dans le cadre de la semaine mère-enfant. Il sera également l'occasion de donner des vaccins de rattrapage contre la rougeole dans 14 districts sanitaires. Durant toute la campagne, le ministère de la Santé publique compte vacciner 570 000 enfants et les enfants de 6 mois à moins de 5 ans bénéficieront de la vitamine A et ceux d'une année bénéficieront des comprimés pour le déparasitage. Les femmes enceintes de plus de 3 mois bénéficieront également de ces comprimés. Les lieux de vaccination sont les centres de santé et les autres lieux qui seront déterminés par le même ministère.
Les directions communales de l'enseignement devraient en premier lieu résoudre les problèmes qui empêchent certaines écoles de terminer le programme à temps avant d'élaborer une évaluation commune et précision de la ligne Vidi qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi après les grognes des élèves qui sont contraints de faire des examens portant sur la matière non apprise. Suivez. L'évaluation trimestrielle au sein de la direction communale de l'enseignement est une obligation. C'est l'une des façons d'harmoniser le système d'évaluation, le système de notation, mais aussi ça devrait se fonder sur le système d'apprentissage. Si l'évaluation est harmonisée au niveau communal, il faut que la direction communale harmonise aussi le système d'apprentissage, harmonise aussi le niveau des élèves, le niveau des enseignants et le niveau du matériel didactique. Normalement, pour être juste envers ces élèves, la direction communale de l'enseignement ne peut pas organiser donc un examen trimestriel communal sans avoir procédé à un examen périodique pour un mois. Normalement, dans le temps, il y avait le test municipal pour la mairie de Jumbura ou le test communal. À ce moment-là, il y avait un test harmonisé, choisi par les enseignants sélectionnés au niveau de la commune. Ce test compétitif permet de mettre en évidence les difficultés de chaque école. La mise en évidence des difficultés devra conduire nécessairement à un encadrement. Les lacunes qui auraient été constatées le premier mois, par exemple, peuvent alors se combler le deuxième mois et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier mois de l'évaluation, qui est même le mois de l'examen, pourrait être une occasion pour le directeur communal de l'enseignement et des services de s'assurer que le trimestre se termine avec des enseignements harmonisés, mais aussi le niveau des élèves, le niveau des prestations harmonisées. Sinon, ce serait de l'injustice. Le test communal qui s'organise de cette manière-là, qu'ils le font, c'est bon au niveau de la méthode, mais il faut que ce soit l'achèvement du processus d'apprentissage, d'évaluation et d'encadrement que la commune aura connu pour toutes les classes de la commune. C'était Elali Niwidi qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi. Ce nouveau système d'évaluation est appliqué dans toutes les écoles fondamentales du pays. Et pour clore ce magazine, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement monté dans une période d'un mois en commune Kayogoro de la province Makamba. La population explique que c'est à cause de fortes pluies qui ont endommagé les champs de culture, de même que les vivres qui n'entrent plus au pays en provenance de la Tanzanie suite à la pandémie Covid-19. Le point avec Hervé Niouhir. Les prix des denrées alimentaires qui ont monté sont notamment ceux des haricots passent de 500 en 2000 francs le kilo. Le riz qui a passé de 900 à 1900 francs le kilo. La farine de manioc qui a passé de 300 à 1000 francs. La farine de maïs a passé de 800 à 1300 le kilo. La population de la commune Kayogoro fait savoir que de fortes pluies ont endommagé les champs de culture. Pendant la saison sèche, c'est-à-dire au mois de juillet, août et septembre, les prix étaient encore abordables. Le début de la saison pluvieuse a été cauchemardesque pour les agriculteurs car les rivières ont débordé et les eaux ont emporté beaucoup de cultures. Par conséquent, ceux qui avaient pu sauver quelques cultures, ils les ont vendues au prix élevé durant le mois de novembre et décembre. Autre cause, la pandémie Covid-19 a fait que les vivres qui étaient importés de la Tanzanie n'entrent plus au pays. La Covid-19 en est une autre cause de cette flambée des prix de certaines denrées alimentaires. Avec cette pandémie, les prix des cultures importées dans les pays voisins ont aussi grimpé. Également, il y a la dévaluation de la monnaie burundaise. Par exemple, si tu veux acheter un produit de 10 000 shillings tanzaniens, tu donnes 15 000 francs burundais. Vous comprenez que c'est un problème et nous craignons d'être frappés de famine. Les habitants de Kayogoro lancent ainsi un appel au gouvernement de leur venir en aide. Merci à Hervé Niouhir. Et c'est par ici, amis choses de théories, que nous mettons fin au magazine Humura Burundi de ce lundi 14 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Lucie Kabela et à M. Steven Yungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi,
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.